Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous suivez depuis désormais 3 saisons. Merci à vous et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un des journalistes sportifs les plus populaires de France. Les téléspectateurs de France Télévisions raffolent de son accent anglais inimitable, de sa connaissance encyclopédique de très nombreux sports, dont le patinage artistique, l'athlétisme ou encore le tennis. Bien sûr, il a également publié fin 2021 un livre baptisé Mémoires olympiques. C'est aux éditions Michel Lafon, un ouvrage qui permet de revivre les plus grands moments des JO. Cet homme, vous l'avez reconnu. Il s'agit évidemment de Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Rémi, bonjour à vous tous. Eh bien merci vraiment d'introduction, d'avoir accepté mon invitation. Ensemble, on va découvrir aujourd'hui une facette moins connue de vous, celle du papa que vous êtes. Alors, première question, toute simple, c'est la traditionnelle question d'introduction dans ce podcast. Je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos 2 filles? Quel âge ont-elles et comment s'appellent-elles? Alors, mon épouse Dominique et moi-même avons la chance d'avoir 2 filles. Isor, notre fille aînée, est née le 11 novembre 1983, et Victoria, notre fille cadette, qui l'a suivie à quelques années. Alors, je suis très mauvais en maths, ça leur fait quel âge, Isor et Victoria? 36 et un peu moins de 30. Alors, pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous, c'est celui de la notoriété, de la médiatisation. Tout le monde en France, évidemment, vous connaît Nelson Montfort. Vos filles, quand elles étaient gamines, quand elles étaient jeunes, comment est-ce qu'elles ont vécu cette médiatisation? C'est pas toujours forcément évident, racontez-nous. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème parce que je n'en ai évidemment jamais fait état. Il y a juste eu, à un moment donné, quand il y a eu le début des guignols de l'info, bon là, disons qu'il y a eu un petit peu plus d'effervescence me concernant. Mais enfin bon, comme le personnage marionnette en la circonstance dans les guignols était plutôt sympathique, bienveillante et tout, il n'y a jamais eu de soucis. Et évidemment, je pense que vos auditeurs me connaissent assez pour savoir que je n'ai jamais mis en avant. Déjà, je ne le mets pas en avant de façon normale, encore moins une quelconque notoriété en famille. Alors vous parlez quand même de ces critiques, effectivement, un journaliste très populaire, je le disais en introduction, mais comme toute personnalité exposée, évidemment, vous n'avez pas échappé à certaines critiques, moquées, raillées, vous parlez des guignols, mais parfois, voilà, les réseaux sociaux sont pas toujours très, très tendres. Comment vos filles ont-elles réussi à encaisser ces attaques, parfois violentes, mais comme toute personnalité exposée, qui ont pu vous viser? Déjà, je ne sais pas si j'ai été victime d'attaques violentes. J'ai un métier qui me semble être plutôt bienveillant, plutôt sympathique. Alors si je subis des attaques violentes parce que je suis ponctuel, parce que je suis gentil, parce que je suis respectueux, parce que j'essaye de parler un bon français, moi ça passe comme de l'eau sur la roche. De toute manière, moi ces réseaux sociaux que j'appelle volontiers fléaux sociaux, je n'y vais jamais. Vous me croirez ou pas, je ne suis jamais allé sur ma page Google, jamais. Jamais. Je pense qu'on n'est pas si nombreux. Voilà. Donc c'est une volonté de se oui, préserver. C'est une volonté. Non, mais c'est une volonté de me préserver contre le fléau qui est devenu la société d'aujourd'hui. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Google, vous n'allez jamais taper votre nom dessus comme certaines personnalités le font. Je n'ai jamais tapé mon nom sur Google et je ne suis pas prêt à commencer à le faire. Par conséquent, alors évidemment, je sais très bien que il y a des critiques. Tout le monde en a des critiques, mais ça m'atteint forcément moins vu que je n'y vais jamais. Alors il y a toujours quelques bonnes âmes pour venir vous dire voilà que voilà, tu sais ce qu'on a dit sur toi, etc. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est plutôt négatif que positif parce que c'est la vie. Mais voilà, j'essaye de me préserver le plus possible de ce que je considère comme le principal fléau du 21e siècle. C'est un mot très fort, un fléau. Oui, parce que c'est la vérité, parce que je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais très bien qu'il y a c'est anonyme, c'est grossier, c'est rempli de fautes d'orthographe. Moi, personnellement, je préfère lire Victor Hugo. Et vous avez bien raison. Alors, c'est pas facile de s'auto-analyser, Nelson, mais si vous deviez vous décrire en tant que papa, en tant que père, que diriez-vous? Que vous êtes un papa poule, un papa proche de vos filles? Je vous vois sourire, racontez-nous. Oui, je pense que la réponse est dans la question. Il est évident que moi je suis là pour les aider, pour les aimer. Donc voilà, je ne suis pas du tout, je n'ai jamais été un père sévère, jamais. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer. Donc voilà, moi je pense qu'on est sur terre pour aimer, pour aider ses enfants. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ça change quoi d'avoir
que des filles quand on est un papa, on est un homme? Je pense que, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Je pense que l'attachement d'une fille par rapport à son papa est quelque chose d'unique. Et moi, en ce qui me concerne, l'inverse est au moins aussi vrai. Donc voilà, ça transforme la vie, je dirais. Ça rend surtout la vie plus belle et plus heureuse. Et ça permet vraiment de relativiser plein de choses. Je veux dire, moi, professionnellement, tout le monde a subi des hauts et des bas parce que c'est normal. Mais je veux dire, l'essentiel n'est pas là. Et je dirais même l'essentiel est de moins en moins là. Donc une base. Oui, je crois famille, en plus parce que c'est une union qui tient. Nous sommes. Je vais pas dire que je suis le dernier des Mohicans, mais il y a un peu de ça. Je veux dire, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, et de ça, je suis très fier. Alors, vous parlez de l'éducation. On a quand même, quand on vous voit, Nelson, l'impression d'une personne non pas stricte et rigoureuse, mais carrée. On imagine mal un papa laissant passer tout à ses filles. Il y avait forcément un petit peu de discipline et de rigueur chez les Montfort. Je suis plus rond que carré. Si c'est ça la réponse que vous attendez, oui, je suis plus rond que carré. En plus, il se trouve qu'Isor et Victoria n'ont jamais eu de problème de discipline ou autre. Ce sont plutôt des filles, sont même totalement des filles extrêmement gentilles. Elles l'étaient quand elles étaient plus jeunes. Elles le sont encore aujourd'hui. Elles font ma fierté de tous les jours. Alors au niveau professionnel, votre fille Victoria a fait de la télévision sur W9 et Direct 8, notamment. En préparant cette rencontre, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé une archive où elle nous confiait à Télé Loisirs que vous ne l'aviez jamais pistonné. Est-ce que vous nous le confirmez? Est-ce que ça n'a pas été tentant parfois de lui donner un petit coup de pouce? Déjà, c'est intéressant parce que vous venez de citer les chaînes sur lesquelles elle travaille. Chaînes où vous n'officiez pas. Exactement. Donc c'est la réponse à la question. Alors, pistonner, ça dépend de ce qu'on appelle pistonner. Je n'ai jamais fait engager directement. Maintenant, comme je disais que je suis aussi sur cette terre pour aider les miens, j'essaye encore de l'introduire peut-être auprès de personnes qui sont susceptibles d'aider. Mais vous savez, je me suis vite rendu compte que, en fait, c'est plutôt pour me faire plaisir et des rendez-vous de complaisance, etc., qui laissent beaucoup plus de blessures que de satisfaction. Donc c'est vrai que j'ai un peu freiné. Les seules fois où j'ai vraiment essayé de les aider, c'est avec des personnes dont je savais que ça pouvait être efficace. Vous savez, quand je vois par exemple dans le cinéma, dans la télévision, etc., le nombre de fils d'acteurs, de filles d'acteurs, de fils de réalisateurs, de filles de réalisateurs qui rentrent directement sans passer par quelques castings que ce soit parce qu'elles s'appellent Durand, Dupont ou autre. Je me rends compte que là, effectivement, on peut dire qu'il y a du piston, il y a presque du piston de naissance. Moi, ce n'est absolument pas le cas. Et aujourd'hui, ces envies à votre fille cadette, elle se situe, je crois, plus du côté du cinéma et de la réalisation, c'est ça, que de la télévision? Elle est à la fois scénariste, réalisatrice, productrice. Avec son film Dans les parages, ils ont obtenu, et ça c'est une très très belle satisfaction, ils ont obtenu le grand prix du public du Festival de Liège, qui est un petit peu l'équivalent du Festival de l'Alpe d'Huez, si vous voulez, en matière de court-métrage. Et dans ces festivals-là, pour lesquels, alors là en revanche, je sais un peu comment ça se passe, parce que j'ai souvent fait partie du jury, il y a beaucoup de copinage. Or, dans le Grand Prix du public, il n'y en a pas. C'est même le seul où il n'y en a pas. C'est vraiment le public donc, qui choisit, qui décide. Ça a été une vraie fierté pour ça. Alors, votre fille Isor, l'aînée, est beaucoup plus discrète que sa sœur, sur les réseaux sociaux notamment. On en parlait il y a quelques instants. Qu'est-ce qui l'anime aujourd'hui professionnellement et dans quel secteur travaille-t-elle? Je termine la parenthèse sur Victoria, qui est effectivement influenceuse, instagrammeuse, qui a près de 60 000 followers, qui commence très à être suivie, beaucoup. Exactement. Elle est très suivie et surtout, ce sont des vrais followers. Ce ne sont pas parce que j'ai appris des choses aussi, qu'on paye des followers ou qu'on se met des faux followers, tout ça m'échappe un petit peu, mais enfin j'ai appris au fil du temps. Donc, elles, ce sont des vrais. Et effectivement, elle est très suivie, elle est très... C'est paradoxal quand on a un papa qui n'aime pas du tout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, en l'occurrence, c'est les réseaux sociaux dans ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, elle publie que des posts positifs et tout, etc. Pour répondre à votre question concernant Isor, non, alors elle, c'est différent. C'est une grande lectrice. C'est une très très grande lectrice. Et alors là, je suis très fier parce qu'elle vient d'être engagée par 2 maisons d'édition pour faire partie d'un comité de lecture, c'est-à-dire donc et aussi également de lecture anglo-saxonne. Et ça, c'est très bien parce qu'elle parle couramment anglais, anglo-américain. Donc, décider quels livres vont
d'être édité. En tout cas, conseillé. Une lourde responsabilité en amont. Oui, parce qu'ils sont pas si nombreux à lire couramment l'anglo-américain. Il y a également, il y a beaucoup, vous le savez, de thrillers là qui sortent vraiment avec beaucoup d'impact, etc. Il y a des romans scandinaves qui sont écrits en anglais pour la plupart, et ça, elle adore, et moi, je suis très heureux qu'elle fasse ça. En plus, elle l'adore, c'est-à-dire que elle n'a pas l'impression de travailler, elle rend des fiches de lecture dans les temps et tout ça me rend extrêmement fier. Et puis par ailleurs, elle travaille pour une très jolie radio qui s'appelle Armada. Armada, c'est un petit jeu de mots qui encourage beaucoup c'est une radio sur le web, et elle travaille également. Alors là, vous allez me dire, vous pensez que je l'ai pistonné? Pas du tout. C'est Philippe qui est venu vers elle, Philippe Candeloro, qui l'a demandé comme chroniqueuse sur Ice Radio, Ice donc le patinage, la glace, également sur le web. Donc voilà, votre fille travaille dans une émission de Philipe Candeloro. Exact, et moi pas. Voilà. Beaucoup de fierté, j'imagine, de vos deux filles, un papa fier, un papa admiratif. Parce qu'encore une fois, vous l'avez très justement dit, j'ai pas le sentiment d'avoir d'ailleurs, c'est pas un très joli mot, la langue française, aidé au maximum de mes possibilités, mais Victoria, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, le cinéma, le show business, c'est pas mon domaine. Et Isor, comme je viens de le dire, elle trace son chemin elle-même. Moi, quand elle lit un manuscrit chez Plomb, par exemple, ou chez Albin Michel, j'y suis strictement pour rien, quoi. Et même Michel Lafon, où je publie, ce sont eux qui sont venus vers elle. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir, quoi. Alors, on a évoqué il y a quelques instants votre femme Dominique, juste d'un mot en introduction. J'aimerais qu'on en dise quelques mots, justement, car on ne peut pas parler de vos filles sans parler de leur maman. Alors, Dominique, c'est une histoire qui dure, je crois, depuis une quarantaine d'années. C'est mon socle, disiez-vous il y a quelques années au magazine Ici Paris, dans une interview que j'ai retrouvée. C'est une histoire qui ne s'arrêtera pas. Ce sont vos mots, des mots très forts, très jolis, je trouve. Oui, c'est pour ça que je disais il y a quelques instants, Rémi, que je faisais partie peut-être des derniers des Mohicans, parce que je suis dans un métier, l'audiovisuel, où c'est très rare. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Couple avec sa femme. Oui, c'est très très rare. Je veux dire, moi, j'en connais pas beaucoup. Peut-être en connaissez-vous. Ah si, il y a un bel exemple, puisqu'on a parlé hors antenne de notre ami commun Michel Drucker. Voilà, ça c'est un très bel exemple qui, je crois même, est encore plus long que le mien. Mais c'est vrai que oui, j'aime bien le mot de socle, oui, parce qu'il est réel, oui. Et vous accompagnez dans des passages plus compliqués professionnellement, dans des passages à vide? Dans les passages heureux comme dans les passages moins heureux, bien sûr. Elle vous a défendu aussi quand vous étiez peut-être bien sûr, mais et la réciproque est vraie. Nous nous sommes rencontrés à Sciences Po Paris, donc ça remonte à quelques années effectivement, mais c'est un vrai bonheur, quoi. Oui, c'est vrai. Première rencontre, donc, pendant vos études à Sciences Po Paris. Est-ce que vous vous souvenez exactement du moment? Alors, je m'en souviens très très bien parce que c'était en cours d'espagnol et le professeur disait bon, vous allez fonctionner en duo. Donc, ça aurait pu être avec un garçon prénommé Rémi, par exemple, il y a quelques années d'avant, évidemment. Mais là, non, ça a été avec une jeune fille très jolie, ravissante, prénommée Dominique. Coup de foudre immédiat ou ça met quelques semaines? On peut dire ça. Oui. Alors, on parle de vos enfants, de votre femme, mais j'aimerais qu'on dise également quelques mots sur l'enfant que vous étiez, Nelson Montfort. Vous avez grandi dans un univers, ça je trouve ça incroyable, totalement multiculturel, un univers international avec un papa américain et une maman hollandaise. J'imagine que ce multiculturalisme, ça c'est forcément quelque chose qui vous a façonné, qui a été fondateur pour vous. Déjà, ça m'a aidé en deux matières. Ça m'a premièrement aidé en matière de langues étrangères, évidemment, puisque mes parents, comme vous le disiez, étaient néerlandaises et américains, donc parlaient anglais entre eux. Et comme j'étais fils unique, je n'entendais que parler anglais. Donc à la maison, ils parlaient anglais entre eux et vous parlez également anglais? Réciproquement, absolument. Donc quand je dis que l'anglais est ma langue à la fois paternelle et maternelle, c'est le cas. Ça c'est une première chose. Alors évidemment, je ne pensais pas évidemment, mais ça m'a ensuite considérablement aidé professionnellement, notamment lorsque j'ai démarré. Puisque ma langue anglaise m'a beaucoup aidé. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai que cette ouverture internationale, j'aime bien l'expression citoyen du monde. Vous définissez comme un citoyen du monde. Oui, parce que je suis né sur notre sol, mais sinon je n'ai pas grand-chose de français. Et donc citoyen du monde me donne, je pense, une ouverture d'esprit, une absence de chauvinisme dans mes commentaires. Je vais dire tout ça compte énormément, je pense. Oui. Alors votre papa, on en parle, était
est un héros au sens premier du terme, puisqu'il était colonel, un colonel qui s'est illustré sur le terrain. Vous l'aviez raconté, je crois, chez Darius Rogemin, qui n'est pas resté dans les bureaux, vraiment un colonel impliqué au front. J'imagine que c'était un papa que vous admiriez énormément. Oui, que la seule peine que j'ai, c'est qu'il m'ait quitté trop tôt, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il avait plutôt l'âge d'être mon grand-père que mon père, et ça, s'ensuit un attachement extrêmement fort. Je commence à comprendre justement que peut être l'attachement des grands-parents par rapport. Bon, c'était mon père. Et vous avez à quel âge assez tard. Quand il est décédé, j'avais 22-23 ans, donc c'est quand même assez jeune. D'ailleurs, j'ai perdu mes 2 parents avant l'âge de 28 ans, mais ça, je veux pas trop rentrer là-dedans. Voilà. Mais c'est vrai que ça c'est m'a... une blessure. Oui, parce qu'en tant que fils unique, ça m'a quand même forgé un certain caractère. C'est pour ça que quand vous me parlez de réseaux sociaux, etc., tout ça n'a aucune espèce d'importance. Je veux dire, voilà. Ce qui est important, c'est ça. Le fait de ne pas avoir de frères et sœurs, ça, c'est une blessure quand vos parents c'est-à-dire partent, que de toute manière, c'était trop tard. Ils m'ont eu beaucoup trop tard pour que j'ai les frères et sœurs. D'ailleurs, moi, déjà, je vais sans doute pas naître parce que ma maman, même, était juste à peu près à l'âge de concevoir encore. Et donc voilà, tout ça illustrait pas mal ma vie, oui, certainement. C'est rare que je me livre comme ça. On sent une fêlure. C'est quand vous probablement parents, parce que à 69 ans, je n'ai jamais connu de fratrie. Ouais. Je n'ai jamais connu de fratrie. Et c'est vrai que quand je vois, j'ai plein d'amis, j'ai pratiquement que des amis qui ont plein de frères et sœurs, etc. Mais ça m'a aussi appris une chose, c'est que c'est vrai que tout au long du chemin, je me suis fait des amis ou amis qui peuvent être considérés comme des frères et sœurs. Ça, c'est vrai. Ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si je n'avais pas été fils unique. Et il y a un sentiment quand ils partent d'abandon, de solitude, de dépression même quand vous voyez vos parents partir et vous vous dites je suis tout seul, vous n'avez pas encore d'enfant, oui, vous n'avez pas encore d'enfant de socle. C'est pas facile oui, c'est certainement, enfin, je pense que le malheur quand il est partagé est moins malheureux, je sais pas si je m'exprime bien, que quand il est solitaire, oui, certainement. Vous y pensez souvent à vos parents, est-ce que vous auriez... Tous les jours, tout le temps, toutes les heures, tout le temps. Vous dites ils auraient été terriblement fiers parce qu'ils n'ont pas vu votre ascension professionnelle. Ils auraient été fiers de vous voir interroger Usain Bolt. On parlait tout à l'heure de Roger Federer et de grands tennismen. Mon père, certainement, parce que mon père adorait le sport. C'est lui qui m'a inculqué, pendant les brèves années que j'ai passées à ses côtés, l'amour du sport, l'amour de la vie en plein air, l'amour des rencontres, voilà, ça c'est certainement lui. Ma mère m'a inculqué plus de sensibilité. Donc je pense qu'effectivement dans les 2 cas, ils auraient été fiers, mais je me dis qu'au fond peut-être que de là-haut il le voit quand même d'une certaine manière. En tout cas, je m'efforce d'y penser. Oui. Transition toute trouvée sur la religion, puisque l'au-delà, votre papa vous a transmis sa religion, la religion protestante. Dans une interview accordée récemment à Pèlerin Magazine, vous expliquiez qu'avec l'âge, vous vous sentez de plus en plus protestant. Ce sont vos mots. Qu'est-ce que ça signifie pour vous au quotidien, cette spiritualité ? Je pense que déjà j'ai eu l'occasion d'en parler finalement 2 fois et j'ai bien choisi les médias. Je pense effectivement, vous venez d'en citer un, et puis l'autre c'était la séquence du jour du Seigneur chez nous le dimanche matin. Oui, parce que c'est une religion, puis en même temps c'est une forme de philosophie, la religion protestante. Un protestant, par exemple, ne vous dira rarement ce garçon est gentil. Il vous dira ce garçon est intelligent. Sous-entendu, l'intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Moi, j'ai complètement ça en moi. Je ne vais pas revenir sur les différentes persécutions qu'a connues la religion protestante à travers les siècles, mais je me sens, c'est assez drôle parce que, drôle n'est pas le mot, mais je me sens de plus en plus proche, effectivement, de cette religion qui, je pense, aujourd'hui, constitue un peu une forme de résistance. Je suis très, très, très proche de cela. Et puis, vous savez, une religion qui a été, persécutée à travers les siècles, ça veut dire quelque chose. C'est la même chose pour la religion juive. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je constate que, historiquement, la religion protestante est très proche de la religion juive et réciproquement ce qu'on appelait les justes, notamment du côté du Chambon-sur-Lignon. Parce que là, je me suis beaucoup intéressé à ça. La plupart étaient protestants. Donc voilà, ça c'est que je suis assez ému pour en parler. Mais et est-ce que vous dites plus qu'une spiritualité du dimanche, une rigueur au quotidien, une philosophie de vie qui s'applique tous les jours dans votre rapport aux autres ? Oui, oui. Le fait d'écouter.
Ouais. Vos filles, vous leur avez transmis cette... Je pense, j'espère. Elles ont été éduquées dans une spiritualité protestante également. Catholico-protestante, je sais pas si ça se dit, mais parce que ma femme est œcuménique. Mais oui, c'est mieux, c'est mieux. Mais oui, je pense qu'elles ont ça en elles, oui, certainement. Alors votre fille Victoria, elle est devenue maman il y a quelques mois, on le sait puisqu'elle est très active, on le disait sur les réseaux sociaux. Oui. C'était en décembre dernier très exactement. Elle a donné naissance à une petite Nala, ce qui veut dire que vous êtes Nelson, un tout jeune grand-père. Exact. Un grand-père forcément gaga. Oui, parce qu'en plus, si vous voyez la petite, elle est vraiment tellement mignonne. Il faut faire qu'avec les parents qu'elle a, elle a de quoi. Elle est extraordinairement mignonne. Elle évolue bien avec un sourire craquant. Elle est née le 13 décembre, donc ça lui fait 5 mois, c'est ça. Oui, ça aussi, ça relativise plein de choses. Ça relativise plein de choses. Voilà, moi je suis très heureux de voir cette évolution. Très heureux. Très heureux. Est-ce que ça vous replonge quelques années en arrière quand vos filles étaient en bas âge, les couches, oui, parce qu'en plus, les biberons. La petite Nala, qui est un prénom africain, swahili kenyan, d'ailleurs c'est une personnage dans Le Roi Lion, comme vous le savez sûrement, ressemble énormément à sa maman. Donc évidemment, ça me remet en arrière Victoria il y a quelques années, bien sûr. Et vous au quotidien, c'était plutôt Dominique ou vous qui s'occupiez sans vous faire injure, vous faites partie d'une génération où les hommes étaient, vous n'êtes pas d'un âge canonique, mais une génération où les hommes étaient peut-être moins présents dans le quotidien. Mais je suis à la transition de 2 générations. C'est vrai. Je suis à la transition et donc non, moi j'ai jamais eu de problème pour m'occuper de, si c'est pour changer un bébé, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, je suis sûr que je n'en aurai pas quand la petite, parce que je pense qu'elle viendra chez nous un peu plus souvent, parce que maintenant elle va avoir bientôt 6 mois, etc. Je sais que je n'en aurai pas. D'ailleurs, je lui ai déjà donné le biberon, si c'est ça votre question. Et donc, non, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie transition de génération. Et moi, je suis un peu à cette transition. Alors, pour finir cette discussion, un mot sur la télé. Nelson, quelles sont vos perspectives aujourd'hui à France Télévisions où vous travaillez, on le rappelle, depuis 1987, c'est ça. Je crois savoir que vous aimeriez bien aller au moins jusqu'au JO. Alors en fait, je travaille vraiment depuis 1992 d'ailleurs, parce que j'aime bien cette date de Jeux Olympiques de Oui, parce que bon, les 3-4 premières années, c'était un peu des piges à droite, à gauche, etc. Et sans aucune espèce de garantie de renouvellement. Donc j'ai été en fait engagé début 92 de mémoire, donc ça fait quand même 30 ans, ce qui est déjà pas mal. Ce qui m'a valu de suivre effectivement 8 Jeux Olympiques d'hiver et 8 Jeux Olympiques d'été. Ça, au cœur de ce livre, je le rappelle, je le cite en introduction, Mémoires Olympiques. Absolument, oui, c'est gentil de le rappeler. Effectivement, j'ai sorti ce livre Mémoires Olympiques chez Michel Lafon. Donc là, je parle uniquement des Jeux d'été. Mais le fait que c'est de 2 ans en 2 ans maintenant, comme vous le savez, autrefois que c'était tous les 4 ans, été-hiver. Donc évidemment, ça a augmenté ma participation. Alors c'est vrai qu'avec 16 JO, je pense pas qu'on soit très nombreux comme journalistes français à avoir eu le privilège de suivre 16 Jeux Olympiques. Alors mes perspectives. Donc l'objectif c'est d'aller jusqu'en 2024. Oui, évidemment une date symbolique des JO en France à Paris. Oui, je pense que c'est une assez jolie date symbolique comme vous le dites. Je pense qu'on va me faire cette proposition et que je l'accepterai. Maintenant après, il y a plein d'autres choses. Parce que je vais être très très franc. Après, si vous partez, dans l'hypothèse où vous partez de France Télévisions, on a du mal à vous imaginer à la retraite, on a du mal à vous imaginer sans travailler, vous allez forcément continuer à travailler d'une autre manière peut-être ? Alors, vous avez parlé très gentiment de mon livre. J'ai également des spectacles. J'ai un spectacle j'ai 2 spectacles sur 2 des plus grands artistes français qui sont Georges Brassens et Jean Ferrat, excusez du peu, où je raconte leur vie à travers leurs principales chansons. Les gens adorent ça. Je joue dans un festival cet été, début août, en Charente. Voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement. Ça, c'est une nouvelle activité pour vous, oui, qui remonte quand même à quelques années maintenant. Mais c'est assez nouveau. J'y prends un plaisir formidable d'échanger avec le public. Donc voilà, tout ça. Mais le métier de journaliste sportif, il pourra s'exercer peut-être d'une autre manière sur Écoutez, je les pense médias, que, la radio, j'imagine qu'il je pense qu'en plus comme chroniqueur, etc. Oui, il y a déjà quelques touches pour ne rien vous cacher. Donc voilà, bien sûr, je ne resterai pas inactif. Je ralentirai probablement un peu. Mais si vous voulez, je suis, Rémi, dans une situation qui est la suivante. Et je vous réponds très, très, très honnêtement. Aujourd'hui, je travaille sur une chaîne donc de service public. J'ai
coutume de dire que le véritable patron, c'est le public. Bon, vous avez très gentiment rappelé que le public a l'air de me mettre en haut de ses goûts, voire même tout en haut en matière de journaliste de sport. Donc, bon, ça me fait extrêmement plaisir. Mais ce n'est pas le public qui va décider de mon maintien n'est pas le mot, de ma prolongation ou non sur cette chaîne. Voilà, exactement. Donc ça, j'en suis extrêmement conscient, si vous voulez. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, non, je dirais que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont d'autant plus, je pense, une jolie échéance que depuis 2 ans, pratiquement toute l'activité sportive, et notamment les nôtres, avec les contrats que nous avons. Parce que bon, autant il y a d'autres contrats qui ont pu être plus ou moins suivis, mais les nôtres ont vraiment subi les conséquences de cette crise sanitaire. Donc il y a beaucoup d'événements, par exemple cet été, qui auraient dû avoir lieu l'été dernier, etc. Donc voilà, ça aussi, ça joue, je pense, enfin je le sais, dans la décision et dans la proposition qui devrait m'être faite. Mais vous êtes confiant. Je suis confiant et serein parce que je trouve que ça serait une assez jolie porte de sortie pour France Télévisions, mais pas une porte de sortie tout court. Est-ce que vous pourriez après continuer à travailler en tandem avec Philippe Candeloro, qui, je le sais, est une personne qui compte énormément pour vous? C'est presque un frère, je crois que vous l'avez déjà dit, oui, Philippe. Oui, alors ça, je dirais, parce que ça, je pense que c'est ce qui va me plus le manquer. C'est le fait de plus pouvoir commenter le patinage avec Philippe, parce que bon, si je quitte, il y aura sûrement quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui fera sûrement ça très bien. Mais ça, c'est ce qui, je pense, va le plus me manquer. Je pense qu'avec Philippe, on a établi un tandem, oui, fraternel, on va dire, fraternel dans la vie, et qui, je pense, à l'antenne, retranscrit cela. Donc, voilà, mais enfin, c'est ainsi. Je veux dire, et Philippe, qui en plus, c'est plus que fair play, quoi. Il me dit, si Nelson arrête, j'arrête. Et il tiendra parole. Moi, je lui dis. Il vous a dit ça? Ah, mais il l'a dit, mais il a pas seulement dit à moi, il l'a dit ici aux autorités de la chaîne, etc. Et moi, je lui dis, mais non, Philippe, toi, tu vas continuer avec elle. Non, si toi, tu arrêtes, j'arrête. Bon, il y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. Et je sais qu'il le fera, en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu, Philippe est, je pense, l'une des personnes les plus proches pour moi dans ce métier, si ce n'est la plus proche. Et ça vous blesse quand on le dépeint parfois comme quelqu'un de sexiste, de misogyne, c'est ce qu'on peut parfois entendre. Ça, c'est quelque chose, justement, vous qui le connaissez, qui vous heurte, qui vous blesse, parce que lui a été très critiqué. Mais surtout que c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, il n'y a que des femmes autour de lui. Il est marié et père de 3 filles. Et c'est faux. Moi, je le vois qui appelle sa femme tous les soirs. Je le vois qui appelle ses filles tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Là, nous étions à Pékin, plus ou moins confinés, ce qui veut dire qu'on vivait quasiment ensemble pendant, 16 heures par jour. Donc je vois comment il est. Il est tout sauf ça. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, à l'époque où c'était encore plus ou moins autorisé, il se livrait à quelques plaisanteries jamais méchantes. Mais grivoises. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pratiquement plus rien dire, la moindre plaisanterie, la moindre... Donc voilà, j'en reviens justement à votre remarque du départ, Rémi, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur leur ordinateur, etc., tout en permanence, et un tel a dérapé. Ça, c'est le mot qu'on entend le plus souvent, il a dérapé. Vous me direz, pour le patinage, c'est un verbe qui peut tenir la route. C'est de circonstance. Mais c'est de circonstance. Mais voilà. Et vous l'avez en tête quand vous commentez, justement, là, on est diffusé pendant Roland-Garros. Est-ce que vous l'avez en tête quand vous faites des commentaires? Est-ce que vous avez en tête justement ce climat qui n'était pas forcément le même que celui qu'il y a 10 ans? Oui, mais complètement. Je vis très mal cette forme de, allez, on va dire, d'auto-censure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, mais Philippe, si vous posez la question, il va vous dire, et d'ailleurs, regardez, c'est bien simple. On a passé là 15 jours ou 18 jours à Pékin, il y avait du patinage pratiquement tous les jours. À ma connaissance, Philippe n'a pas essuyé la moindre rafale. Donc c'est bien la preuve que voilà, en fait, on a transformé ce qui avant pouvait être mal pris par 1%, voire 0,1% des gens, en plaisanterie l'un sur l'autre. Et ça va très très bien. Et là, évidemment, on peut rien. Puis alors, de toute manière, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié l'autodérision. Vous savez, au fond, c'est assez facile de se moquer des autres. C'est moins facile de se moquer de soi-même. Et ça, je pense, ce sont un peu mes origines anglo-saxonnes qui me font réagir comme ça. De l'autodérision, donc. Oui.
Allez, pour conclure ce podcast, cette discussion passionnante, merci Nelson, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Cher Nelson, imaginons qu'Isor et Victoria tombent sur ce podcast, écoute la discussion que l'on vient d'avoir pendant une trentaine de minutes. Et bien voilà, et bien justement, quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots, l'une après l'autre? Allez, honneur aux aînés, on va commencer par Isor. Qu'elle continue, que Isor continue sur la voie qu'elle s'est tracée avec. C'est une jeune fille, une jeune femme qui franchement enfin, je vais pas dire qu'elle a aucun défaut. Tout le monde a des défauts, mais qui n'a aucune méchanceté en elle. Elle a vraiment que de la gentillesse et parfois évidemment cette gentillesse peut être prise pour de la faiblesse. Voilà, mais qu'elle continue à être comme ça parce que au fond, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est ça, et c'est même que ça. Voilà. Quant à Victoria. Ben voilà, qu'elle continue sur cette voie. C'est une jeune fille extraordinairement honnête, Victoria. Elle est déterminée. Elle a du courage pour plein de choses. Elle est capable de faire 1000 kilomètres pour un casting, etc. Voilà, qu'elle continue, qu'elle ne perde pas cette foi. J'ai beaucoup d'amour et d'admiration pour mes deux filles. Et puis si je peux terminer sur un message que peut leur dire ce qu'elles peuvent penser de leur papa, parce qu'elles sont exactement comme ça, que puisqu'on a parlé de mon enfance, etc., que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.